Roger, there's troubleshooting team right here. You caught moving target? No, I took it on a Well, if there's like anything, it's rotating. Bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. C'est bizarre ça, hein. C'est vraiment bizarre, hein. J'ai jamais vu ça, hein. Putain, ça passe derrière le nuage, je peux plus le voir. Parce qu'il n'y avait pas de nuages là-bas où c'était, hein. Là-bas, il n'y avait pas de nuages. Là, il y a des nuages, regarde. Et là-bas, il y a plein de nuages, tu vas plus le voir. Du tout. C'est vraiment cool. C'est quoi ce machin? Non, non, mais un avion comme ça, ça fait même pas de bruit. Ça fait même pas de bruit. On voit pas bien aussi. C'est bizarre, ouais.
bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 4 octobre 2019. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte et je suis spécialisé particulièrement dans le domaine des intrusions extraterrestres malveillantes. Elon Musk a réussi son pari. Le milliardaire a envoyé dans l'espace sa voiture Tesla à bord de la fusée la plus puissante du monde, la Falcon Heavy de SpaceX. 7 ans après le lancement du projet, c'est la consécration pour le fondateur de Tesla et SpaceX. Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe SpaceX a fait en créant la fusée la plus avancée du monde, la plus grosse fusée du monde. J'avais cette image d'une explosion géante sur le pas de tir. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Après 2 minutes de vol, les lanceurs de la Falcon Heavy se sont détachés comme prévu de la fusée centrale qui a poursuivi sa route dans l'espace, puis 2 boosters sur 3 se sont parfaitement posés à Cap Canaveral. La réutilisation des lanceurs de fusées dont SpaceX montre le chemin est la clé pour réduire le coût du lancement et le rendre plus respectueux de l'environnement. Et voir ces 2 boosters descendre côte à côte a été un spectacle incroyable. C'est le signe du progrès. L'épopée de la voiture propulsée dans l'espace pourrait durer 1 milliard d'années et l'amener à 400 millions de kilomètres de la Terre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle. Center, which is operated. Stage 2 is followed by operation confirmed. He's moving vehicle right now. Landing bands have started. Side boosters landing legs are deployed. And the Falcons. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the oh man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Who's in the best-selling show?
Bonjour les curieux, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Falcon Heavy, la fusée la plus puissante jamais envoyée dans l'espace, ainsi que de la Tesla d'Elon Musk que cette fusée a embarqué. Et vous n'imaginez pas quel est le réel but de la manœuvre. Je suis tout excité à l'idée de vous parler de ce lancement en grande partie réussi. C'est parti. Déjà, on va parler rapidement d'Elon Musk. Il a 46 ans et d'origine sud-africaine, avant de se faire naturaliser canadien en 88 et par la suite américain en 2002. PDG de SpaceX et de Tesla, mais pas que, car il est le fondateur de The Burning Company, une société de construction de tunnels, ainsi que de XCOM, qui a fini par fusionner et prendre le nom de PayPal. Alors oui, cet homme a beaucoup d'argent, avec une fortune estimée à 20,4 millions de dollars en janvier 2018. Le lancement de Falcon Heavy s'est très bien passé. C'est à l'heure actuelle la fusée la plus puissante jamais envoyée dans l'espace, avec une charge utile d'environ 54 tonnes. Suite au lancement, ils ont réussi à récupérer les 2 boosters latéraux qui ont atterri simultanément de façon parfaite sur leur barge. Pour ce qui est du booster central, malheureusement, il n'y a eu qu'un seul moteur sur les 3 qui s'est allumé. Du coup, il a terminé sa course à 100 mètres de son objectif en frappant l'eau à plus de 500 km/h. Elon Musk a annoncé que les caméras avaient quant à elles résisté à l'impact et que les vidéos seraient rendues publiques. Et on en vient à la Tesla Coupé qui est un gros coup de pub pour la marque, il en va de soi. Mais d'après des déclarations antérieures faites par Musk, l'idée de départ était de déposer le Roadster sur une trajectoire de transfert Oman, une manœuvre orbitale visant à transférer un objet d'une orbite circulaire à un autre. Après avoir été placé sur une orbite elliptique entre la Terre et Mars, le Roadster devrait selon le plan être capturé par la gravité de Mars et rester en orbite autour pendant des millions d'années. Alors ça c'est dans la théorie car il y a beaucoup de spéculations sur les débouchés possibles d'une telle mission. Bien sûr le premier facteur qui déterminera le destin du Roadster sera de savoir si oui ou non le colis arrivera à s'extirper de la gravité terrestre. Il y a effectivement une chance raisonnable que le Roadster finisse carbonisé, tordu pour finalement mourir brûlé en retombant sur Terre. Il se pourrait aussi que le Roadster finisse brûlé sur le chemin vers Mars, ou même autour de la planète rouge. Si par chance la voiture arrive à destination, mais se rapproche trop près, il est également possible qu'elle s'écrase directement sur Mars. Mais il y a aussi une possibilité de penser que la voiture pourrait finalement résister sur des millions d'années. Les forces réelles qui pourraient alors déchirer la voiture sur des centaines de millions d'années dans l'espace seront des objets solides et surtout les radiations. Même si la voiture évite des collisions majeures, il est en effet peu probable qu'à très long terme, elle puisse éviter les chocs avec des micrométéorites, qui au bout du compte la détruiront. Et en supposant que ces collisions ne la déchirent pas complètement, le rayonnement le fera lui-même. Tous les matériaux à bord du véhicule sont constitués en grande partie de liaisons carbone-carbone et de liaisons carbone-hydrogène. L'énergie du rayonnement stellaire peut faire craquer ces liens. Finalement, le Roadster finira peut-être détruit et réduit à un simple cadre en aluminium. Reste à savoir quand. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 1 million d'années? Seul l'avenir nous le dira. En tous les cas, derrière cette réussite et ce gros coup de pub vraiment réussi lui-même, on voit fleurir sur le net pas mal d'images imaginées par les internautes. En voilà quelques-unes qui m'ont bien fait rire. Entre autres, l'inscription faite sur le circuit principal, attention, je vous la fais en anglais, Made on Earth by Humans, partagée par Elon Musk lui-même. Voilà les curieux, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, on s'abonne et on lâche une fusée en l'air. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao et bye les curieux. Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs. Représentatif? C'est au féminin? Ah bah ça commence bien, la première phrase déjà et le mec il se plante. Ah bah bravo. Parmi les innombrables questions existentielles que les humains se posent tout au long de leur vie, parmi les « Comment la vie est-elle apparue ? D'où venons-nous ? Que se passe-t-il après la mort ? Ou quel est le sens de la vie ? Se trouve une question qui, au cours des dernières décennies, a pris une ampleur considérable.
Sommes-nous seuls dans l'univers? S'il y a encore quelques siècles, la réponse à cette question était catégorique et affirmative, depuis la fin du XXe siècle, il semblerait que la science et l'industrie mondiale audiovisuelle aient réussi à changer radicalement l'opinion populaire à ce sujet. Alors, certes, les films hollywoodiens de science-fiction à gros budget, les séries télévisées et les œuvres littéraires diverses ont profondément ancré dans nos esprits la normalité de l'existence de formes de vie extraterrestres, civilisées et intelligentes, bien que généralement un tantinet agressives, voire exterminatrices. Mais là où les cartésiens vont être heureux, c'est que même la science s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'existence d'une forme de vie exogène est une possibilité quasi indiscutable. Les astrophysiciens, les biologistes et les physiciens théoriciens sont unanimes sur le fait que, compte tenu de la multitude d'étoiles existantes dans l'univers, compte tenu du nombre imprononçable de planètes gravitant autour de ces étoiles, et compte tenu de l'omniprésence dans le cosmos des briques élémentaires de la vie, à l'image des observations réalisées par la sonde Philae sur la comète 67P à plus de 510 millions de kilomètres de la Terre, où des molécules pré-biologiques ont été découvertes, il paraît parfaitement logique de penser que l'apparition de la vie est tout à fait envisageable en dehors de notre planète. Si l'on ajoute à ceci le fait que, d'un point de vue scientifique, la vie est le résultat naturel des lois de la physique et de la chimie, ce qui manque cruellement de spiritualité, je vous l'accorde, et que pour la science, tout système vivant est régi par les trois lois de la chimie, du carbone, de l'eau et de l'énergie. Il est donc légitime de penser que, compte tenu des dernières découvertes astronomiques, comme la présence d'eau liquide sur différents astres de notre système solaire, tels que Europe, Encéliade et Triton, et compte tenu des centaines d'exoplanètes théoriquement habitables recensées aujourd'hui dans notre galaxie, et dont le nombre ne cesse de croître, la possibilité scientifique de l'existence de formes de vie extraterrestres est officiellement plus que probable. Toutefois, si la science dans son ensemble admet aujourd'hui cette possibilité comme étant hautement probable, elle la limite à une forme de vie extrêmement simple, voire primitive. La vie serait donc possible en dehors de notre planète, mais uniquement sous forme de bactéries, d'êtres unicellulaires ou d'organismes basiques. C'est pas encore tout à fait ça, mais on avance, ça progresse, c'est déjà bien. Si les scientifiques calculent, observent et analysent notre galaxie sous toutes ses coutures sans n'avoir, malheureusement, jamais pu officiellement proclamer la présence de vie exogène, développée ou non, la population de notre planète semble bien avoir vécu des expériences physiques et visuelles avec des entités exogènes et fait quant à elle de nombreux récits de contacts et d'observations avec des civilisations extraterrestres intelligentes et technologiquement très avancées. Si ces faits sont principalement localisés dans les pays développés et occidentalisés, de par l'intérêt que ces populations y portent, le plus troublant avec ces témoignages non étatiques, c'est qu'ils ne se limitent pas à notre époque industrielle, post-Seconde Guerre mondiale, mais remontent parfois à plusieurs milliers d'années. Ces témoignages se comptent désormais par dizaines de milliers sur l'ensemble de la planète. Si on peut aisément éliminer une bonne partie d'entre eux, issus de mensonges ou de canulars, alimentés par les films et séries télévisées qui inondent notre quotidien depuis quelques décennies, il est toutefois possible de faire certains regroupements parmi les témoignages les plus crédibles. C'est ainsi que dans cette foule d'informations, dans ces descriptions et prétendues observations, il est possible de faire apparaître certaines récurrences propres à certaines races exogènes. Nous allons voir ensemble un petit inventaire des différentes civilisations extraterrestres les plus couramment citées dans les témoignages, qu'ils soient civils ou historiques. Bien évidemment, nous n'allons pas nous intéresser à la totalité des prétendus êtres biologiques exogènes pouvant être mentionnés dans les innombrables témoignages, mais uniquement à ceux dont la récurrence des citations et dont la quantité d'informations permettent de générer une carte d'identité potentielle d'une race extraterrestre.
Nous n'aborderons donc pas le contact unique d'un enfant de 8 ans ayant joué toute une nuit avec des hominidés simiesques à grandes oreilles, mais nous allons nous concentrer sur les similitudes permettant de définir les caractéristiques d'une ethnie exogène distincte. Alors, avant que toute la trollosphère ne se déchaîne dans les commentaires de cette vidéo, je tiens à préciser que aucune preuve officielle ne permet d'affirmer que les différentes races extraterrestres qui vont être mentionnées sont véridiques. Il ne s'agit que d'un inventaire réalisé sur la base des différents témoignages convergeant vers des caractéristiques communes. Nous allons donc voir ensemble 10 races extraterrestres parmi les plus couramment citées dans les différents témoignages et parmi les plus intéressantes par rapport à notre humanité. En somme, vous allez découvrir le top 10 des civilisations exogènes de la chaîne Vegeta Investigation. Commençons ce listing par l'ethnie extraterrestre probablement la plus connue, la plus citée et la plus représentée. Les réticuliens. Plus connus sous l'appellation des petits gris, les réticuliens sont une race exogène emblématique. Inondant l'univers cinématographique, littéraire, ufologique et même la culture populaire, notamment nord-américaine, les petits gris sont devenus au cours de la seconde moitié du XXe siècle l'icône même de la vie extraterrestre, supplantant de loin le légendaire petit homme vert de Mars. Mais si les réticuliens sont aussi présents dans le monde de l'ufologie et dans l'esprit de la population, c'est avant tout pour la multitude de témoignages qui convergent vers une description récurrente et précise de cette espèce. Si les témoignages concernant les réticuliens sont principalement localisés dans l'hémisphère nord de la planète, dans les pays occidentalisés, États-Unis et Europe, le nombre de témoignages attestant de contacts rapprochés entre humains et petits gris est tout simplement inimaginable, se comptant par plusieurs dizaines de milliers. Alors, certes, sur cette multitude de témoignages, nous pouvons sans problème en éliminer une quantité énorme, attribuée à des fake news, des mythomanes, des hallucinations, des interprétations erronées ou des envies inexorables pour certaines personnes de vivre enfin quelque chose d'extraordinaire. Mais compte tenu de la quantité de témoignages similaires, convergeant vers des caractéristiques physiques, des intentions et une technologie identique, il semblerait bien que les petits gris ne soient pas uniquement le fruit de l'imagination des scénaristes hollywoodiens. Les réticuliens sont donc des êtres exogènes humanoïdes de petite taille, entre 1 mètre et 1 mètre 40, à la peau généralement grise pouvant varier du gris clair au gris verdâtre, et totalement dénués de pilosité. Leur corps et leurs membres sont très fins et leur tête semble disproportionnée, en forme de poire inversée. Ils posséderaient d'immenses yeux ovoïdes sans rétine, à l'apparence totalement opaque. On notera une atrophie apparente du nez et de la bouche et une absence totale d'oreilles externes. Le nombre de doigts à chaque main varie selon les témoignages de 3 à 6. Ils sont généralement nus ou recouverts d'une combinaison moulante semblable à une seconde peau et ne démontrent ni organes sexuels apparents ni dimorphisme sexuel. Il n'est donc pas possible de déterminer s'il existe des individus mâles et femelles. Les réticuliens ne semblent pas communiquer par voie orale, mais utiliser des modes télépathiques pour échanger des informations entre eux, voire avec certains humains contactés. Les petits gris seraient originaires d'un système solaire à 2 étoiles, situé dans la constellation Zeta Reticuli, à une quarantaine d'années-lumière de la Terre. Ils posséderaient une technologie extrêmement avancée leur permettant les voyages interplanétaires et les manipulations génétiques de pointe. Les réticuliens seraient impliqués dans la plus grande partie des enlèvements humains par des extraterrestres. Ils seraient donc les responsables directs des abductions, et c'est justement de ce phénomène que nous parvient la quasi-totalité des témoignages concernant cette race exogène. On les associe également en général au phénomène de mutilation animale, ainsi qu'au crash de Roswell. Le but de leur présence et de ces enlèvements serait la récupération d'une partie de l'ADN des êtres humains,
mais également de certains animaux, afin de parvenir à réaliser des hybridations et des manipulations génétiques qui leur permettraient de pallier leurs propres défaillances génétiques, et ainsi d'assurer la pérennité de leur espèce dans le temps. En effet, il semblerait que les petits gris souffrent de problèmes génétiques liés à un manque de brassage de leur ADN au cours de leur histoire. Le patrimoine des humains pourrait apparemment leur permettre de pallier à ce phénomène qui semble les diriger vers une extinction programmée. Un signe propre à leur espèce serait l'incapacité de se reproduire par eux-mêmes de manière naturelle en donnant naissance à leur descendance. Leur génome et leur évolution les obligeraient donc à contrôler leur multiplication par le génie génétique, en clonant les individus quand cela s'avère nécessaire afin d'augmenter leur nombre. Les réticuliens semblent également se comporter socialement à la manière d'une ruche ou d'un essaim d'insectes. Leur intérêt personnel ne compte pas, et seul le bien commun, l'apport à l'espèce, est important. Ils agissent donc ensemble, pour la pérennité de l'espèce. Ils sont de ce fait couramment assimilés à des êtres insectoïdes, ce qui est accentué par leur physique et notamment leurs immenses yeux ovoïdes opaques, semblables aux yeux des guêpes ou des frelons de la Terre. S'ils ne semblent pas fondamentalement dangereux, les réticuliens ne sont pas pour autant une race amicale, notamment de par leur absence totale d'émotion. Les témoignages des personnes abduquées ou ayant eu un contact rapproché avec ces êtres exogènes stipulent systématiquement que les petits gris ne démontrent aucune émotion, ou du moins qu'ils n'extériorisent aucun des ressentis que nous attribuons à ce qui fait de nous des humains. Les réticuliens ne semblent donc pas ressentir d'empathie, de compassion, de pitié, de tendresse, d'affection ou d'amour. Ils agissent comme des machines, comme des êtres insensibles aux conséquences physiques et traumatiques que peuvent engendrer les contacts ou les manipulations sur les personnes concernées. Les petits gris seraient donc une race exogène dénuée de sentiments, agissant comme des machines insensibles, génétiquement défaillantes, dotées d'une technologie extrêmement avancée et venues chercher sur Terre la solution à leur déclin biologique. Toutefois, si les petits gris sont en première ligne lors des abductions, s'ils sont au contact direct avec les personnes enlevées ou manipulées, il semblerait bien qu'ils ne soient en réalité que l'avant-garde, les petites mains d'une autre race extraterrestre. Les grands gris. À l'instar de leurs homologues de petite taille, les grands gris seraient des êtres exogènes de forme humanoïde, filiformes voire faméliques, dépourvus de pilosité, à la peau terne, généralement grisâtre, sans oreilles externes, avec une atrophie de la bouche et du nez, et possédant une tête disproportionnée avec de grands yeux ovoïdes noirs. La principale différence physique avec les petits gris réside donc dans leur taille, puisque les grands gris mesurent entre 1,80 m et 2 m. Du coup, c'est pour ça qu'on les appelle les grands gris. Mais au-delà de leurs différences morphologiques avec les réticuliens précédemment cités, il semblerait que ce soit leur fonction qui soit une réelle source de différenciation. En effet, les grands gris semblent être hiérarchiquement supérieurs aux petits gris. Les divers témoignages de personnes abduquées ayant été en contact avec ces êtres exogènes stipulent systématiquement que les réticuliens étaient clairement sous les ordres, voire sous la surveillance des grands gris. Ces derniers seraient donc les chefs, les responsables, s'assurant du bon déroulement des opérations et supervisant les actions des petits gris. De ce fait, et logiquement qui plus est, leurs apparitions sont moindres, puisque si les petits gris agissent généralement par petits groupes de quelques individus, les grands gris sont généralement aperçus individuellement, comme un chef d'équipe ou un général qui organiserait le travail de ses troupes. Aucune information formelle n'est retranscrite quant aux origines des grands gris. Toutefois, compte tenu de leur parenté physique avec les réticuliens, on peut supposer que leurs origines sont communes et que les grands gris proviennent également de la constellation Zeta Reticuli, ce qui ferait d'eux également des réticuliens, mais grands.
Selon cette hypothèse, il se pourrait que les petits gris ne soient qu'une forme génétiquement modifiée des grands gris, destinés à les servir et à exécuter les basses besognes. Si tel est le cas, les petits gris seraient en quelque sorte les manutentionnaires des grands gris, qui eux seraient donc les vrais commanditaires. Les anticomplotistes vont probablement sauter au plafond, mais il semblerait également que les grands gris aient pris contact avec le gouvernement américain durant la seconde moitié du XXe siècle. Cette mise en relation donnera naissance à des pactes entre nos deux espèces. Le principal souci, si tout cela est exact, est que le gouvernement américain ou son armée ne sont aucunement les représentants planétaires de notre espèce, et que aucun mandat ne leur a été octroyé par les peuples afin de pouvoir prendre des décisions qui impacteraient l'ensemble de l'humanité. Mais que voulez-vous, c'est peut-être ça qu'on appelle l'impérialisme américain. Ces accords passés entre les Grands Gris et le gouvernement américain consisteraient à accorder aux extraterrestres l'autorisation d'enlever certains civils afin de pratiquer des études et prélèvements biologiques et génétiques sur notre espèce, en échange de quoi le lobby militaro-industriel américain bénéficierait d'une infime partie de la technologie alien, engendrant la mise sur le marché des microprocesseurs et autres fours à micro-ondes par exemple. Si, comme pour les petits gris, on ne peut pas officiellement classer les grands gris comme une race exogène hostile, on ne peut pas plus la recenser comme étant une race amicale. Ils ne servent que leurs propres intérêts, n'œuvrant que pour assurer la pérennité et l'avenir de leur propre espèce. Les grands gris semblent donc être les véritables cerveaux des réticuliens, les décisionnaires et les superviseurs, voire l'espèce originelle de Zeta Reticuli, n'hésitant pas à passer des accords secrets et obscurs avec certains dirigeants corrompus afin de pouvoir enlever des personnes innocentes pour pratiquer sur elles toutes sortes d'expériences et de prélèvements biologiques, pouvant même aller jusqu'à l'hybridation. Si les deux premières races extraterrestres que nous venons de voir sont quelque peu atypiques de par leur apparence et correspondent donc de ce fait aux stéréotypes de l'extraterrestre alien, il semblerait que certaines ethnies exogènes soient beaucoup plus proches de notre morphologie, voire quasiment identiques. Si vous suivez déjà les vidéos de cette chaîne, nous allons aborder pour la troisième race extraterrestre de cet inventaire, celle qui a déjà fait l'objet de 2 vidéos. Autant dire qu'il était impossible sur Vegeta Investigation de ne pas aborder dans un inventaire des races extraterrestres les Humites. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire de leur arrivée sur Terre, que dis-je, de leur épopée, car celles et ceux qui seraient intéressés par cela trouveront toutes les informations nécessaires dans les 2 vidéos de cette chaîne qui leur sont consacrées. Mais nous allons nous concentrer sur les caractéristiques précises de cette race extraterrestre. Les Humites sont donc originaires de la planète Humo, située dans la constellation de la Vierge à plus de 14 années-lumière de la Terre. Contrairement aux réticuliens, les Humites sont des humanoïdes dont l'apparence physique est en tout point identique à la nôtre, celle des humains terriens. Enfin, presque, puisque chez les Humites, il n'y a pas d'ethnie interne à leur espèce, et tous les habitants de la planète Humo correspondent donc aux mêmes critères morphologiques externes. Les Humites sont donc physiquement semblables aux humains, à la peau très claire, aux yeux généralement bleus et aux cheveux blonds. Si un habitant de la planète Humo se baladait tranquillement dans les rues du nord de l'Europe, il passerait totalement inaperçu. Les 2 grandes différences entre les humains et les Humites vont être sur le plan cérébral et comportemental. En effet, les Humites sont une race nocturne, étant aisément gênés par la lumière du jour. Cette particularité se traduit notamment par les caractéristiques de leur pigmentation cutanée, capillaire et oculaire, mais également par leur mode de vie et leurs infrastructures sur Humo. D'après les informations qui nous auraient transmises, les habitations des Humites sont pourvues de mécanismes qui leur permettent de rentrer sous terre durant la journée et de ressortir durant la nuit. Cela leur permet certainement de ne pas être contraints par les rayonnements des 2 étoiles qui illuminent le ciel de leur planète.
Leur mode de vie nocturne a également des conséquences sociales chez les Humites, puisque les habitants d'Umo, étant déclarés coupables de crimes et punis par les autorités en place, se voient alors exposés à la lumière du jour, notamment nus, à l'inverse de nous, espèces diurnes, qui enfermons dans l'ombre nos criminels. Le mode de vie nocturne des Humites s'exprime également sur leur sens et leur fonctionnalité. En effet, si chez nous par exemple, le sens premier est celui de la vue, ce qui s'explique par le mode de vie exposé à la lumière du jour, chez les Humites, la vue n'est que secondaire, puisque c'est l'odorat qui prédomine. Et effectivement, il est vrai que si l'on se masque les yeux, les premiers sens qui s'accentuent sont l'odorat et l'ouïe. Mais les Humites ont une seconde différenciation morphologique avec nous, une quasi-absence de larynx. En effet, il semblerait que le développement de cet organe soit stoppé très tôt dans leur enfance, et ce car les Humites ont développé un mode de communication non verbal, mais télépathique. De ce fait, les Humites ne peuvent que difficilement s'exprimer par la parole, et cette particularité morphologique leur donne une voix nasillarde, avec une prononciation très hachée des mots, ayant pour conséquence, soyons honnêtes, qu'il n'est pas très agréable d'écouter un Humite parler. Ils possèdent une technologie très développée et avancée, leur permettant le voyage interplanétaire et même la nanoformation de matière. Si l'on en croit leurs écrits, les Humites possèdent en effet une technologie qui leur permet d'utiliser les molécules afin de générer une matière précise. Ils peuvent ainsi créer, par exemple, de l'eau à partir de molécules d'hydrogène et d'oxygène, mais également tout type de matière, fibres, métaux ou matières diverses. S'ils sont technologiquement très avancés, les habitants de la planète Umo n'en sont pas moins dénués de spiritualité, et apportent une grande valeur à la vie et au libre arbitre. Les Humites sont donc en quelque sorte des humains de la planète Umo, extrêmement semblables à ceux de la Terre, mais bien plus avancés technologiquement et spirituellement, et si leurs objectifs ne semblent pas hostiles de prime abord, il vaudrait peut-être mieux quand même rester sur nos gardes. Puisque nous sommes avec les Humites dans une race exogène humanoïde physiquement identique aux Terriens, continuons cet inventaire avec une race qui va faire bondir tous les trolls de la planète. Enfin, de la Terre, évidemment. Les Martiens. Alors là, je ne vous parle pas des petits hommes verts débarquant sur Terre en soucoupe volante pour asservir l'humanité ou nous vendre des pâtes, mais bien d'une civilisation extraterrestre intelligente et avancée, ayant vécu sur notre voisine, la planète rouge, Mars. D'après certains témoignages, assez obscurs il faut bien l'admettre, la Terre ne fut pas la seule planète de notre système solaire à abriter la vie. Notre voisine rougeoyante aurait été autrefois, et il n'y a pas si longtemps que ça, un astre semblable à la Terre, recouverte d'eau liquide et entourée d'une atmosphère. Avec ces conditions, et placée dans la zone d'habitabilité du système solaire, Mars vit donc apparaître la vie et se développer une forme de civilisation intelligente. Concernant les sources de ces informations, les plus cartésiens vont probablement s'évanouir de désespoir, mais elles proviennent principalement de témoignages prétendument militaires, de missions top secrètes américaines et donc très peu vérifiables. Ouais, je sais, là on est complètement dans du complotisme de haut niveau. Mais ces dires pouvant être assimilés à une manipulation gouvernementale organisée ou une énorme fake news sont appuyés par des témoignages de personnes ayant des capacités médiumniques diverses. Alors, si toutes ces sources semblent quelque peu farfelues et bien peu dignes de confiance pour certains, sachez que des études matérielles viennent appuyer ces propos. En effet, des études et analyses non étatiques des différentes structures martiennes du site de Cydonia démontrent une forte corrélation entre les sites de ce qui seraient des constructions exogènes sur Mars et certains sites mégalithiques terriens, tels que Stonehenge par exemple. Le légendaire visage de Mars, tout comme la pyramide ou les structures géométriques de cette région, seraient donc en rapport avec certaines constructions antiques de notre planète, telles que présentées par Richard Hoagland, un théoricien américain dans les années 90.
Pour simplifier tout ceci, disons que la vie se serait développée sur Mars sous des conditions radicalement différentes de celles que nous lui connaissons aujourd'hui, et que cette vie martienne aurait évolué jusqu'à donner naissance à une civilisation intelligente et potentiellement technologiquement avancée. À l'instar des Humites, les Martiens seraient des humanoïdes en tout point semblables aux Terriens. Cette race extraterrestre serait donc également une sorte d'humanité exogène, originaire de Mars. Ils auraient une taille similaire à la nôtre, entre 1,50 m et 2 mètres de haut, avec de jolis yeux en amande, une pilosité très foncée, des cheveux noirs et une pigmentation cutanée ocre. Si on devait les comparer à notre espèce, nous pourrions dire qu'il s'agirait d'un mélange entre les ethnies sud-américaines et asiatiques de la Terre. Ça vous rappelle rien, ça? Bizarre. Quoi qu'il en soit, cette civilisation humanoïde martienne serait à l'origine des constructions du site de Sidonia, mais pour des raisons encore plus obscures que les témoignages qui en parlent, la planète Mars a connu un bouleversement majeur qui la transforma en l'astre désertique que nous connaissons aujourd'hui. Hashtag la théorie de la mort de Mars. La civilisation martienne n'aurait alors eu que 3 possibilités face à elle, soit disparaître par le changement radical du climat et des écosystèmes de leur planète, soit s'exiler vers d'autres astres probablement proches de Mars afin de coloniser d'autres astres et de pouvoir survivre, à condition de ne pas s'écraser sur la Lune par exemple. Soit se terrer sous la surface de Mars dans des colonies souterraines aux conditions artificielles propices à leur survie et leur permettant d'échapper aux diverses modifications et dangers de la surface martienne. Si des témoignages convergent vers l'existence de cette race extraterrestre, aucun ne s'accorde sur son état actuel, et il n'est donc que pure spéculation de pronostiquer si oui ou non les Martiens sont toujours une ethnie existante dans le cosmos. D'un autre côté, c'est déjà une pure spéculation de pronostiquer sur l'existence même de cette race, donc Quoi qu'il en soit, si cette civilisation a existé ou existe encore, il semblerait bien qu'à l'image de leur planète, qui est notre voisine, cette race extraterrestre soit extrêmement semblable à notre humanité. Si certaines personnes ont pu être horrifiées d'entendre parler de civilisations avancées issues de notre propre système solaire, elles risquent d'être encore plus perturbées en entendant la 5e race extraterrestre que nous allons aborder dans cet inventaire. Les Vénusiens. Et oui, car si nous venons déjà de rajouter à notre propre espèce une seconde potentielle ethnie exogène originaire de notre système solaire, il semblerait bien qu'une 3e, encore plus ancienne, y soit également associée. Les témoignages concernant une forme de vie avancée originaire de notre autre voisine, Vénus, apparaissent en masse durant les années 70. Alors, la liberté de consommation de produits psychotropes durant cette décennie n'est peut-être pas à exclure comme cause potentielle de ces divers témoignages, mais leur nombre et leur similitude tendent quand même à inscrire cette civilisation extraterrestre dans cet inventaire. Vous allez constater par vous-même, du moins pour ceux qui ne les connaîtraient pas, que les Vénusiens sont quelque peu à part dans les représentations extraterrestres. En effet, les conditions de vie à la surface de cette planète sont tout simplement infernales et empêchent donc tout développement de vie biologique, avec des températures de plus de 450 degrés et une pression atmosphérique 90 fois plus importante que sur Terre. Alors, vous allez me dire, mais avec des conditions comme ça, c'est impossible que Vénus abrite une forme de vie, et encore plus une civilisation intelligente. Eh bien non. Car, comme l'a dit un grand homme des années 90... Il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. Plus sérieusement, si la vie biologique et matérielle n'est pas possible dans ces conditions sur Vénus, il semblerait bien que les Vénusiens soient tout simplement des êtres immatériels. Pour faire simple, il s'agirait d'une espèce ayant atteint un niveau d'élévation supérieur et œuvrant sur un autre plan, éthérique, astral ou une autre dimension si vous préférez.
Ce faisant, ils ne sont donc plus assujettis aux contraintes physiques de cette planète et peuvent jouir librement de la proximité de cet astre avec le Soleil et de son apport énergétique et lumineux. Mais là, on est vraiment dans une autre vision du monde. Concernant les témoignages des contacts avec les Vénusiens, ils convergent tous vers des messages de paix et des mises en garde envers les dangers potentiels qu'engendre notre espèce pour la planète, ou plutôt pour l'équilibre de la vie sur la planète. Les Vénusiens pourraient donc nous apparaître tels des anges galactiques, non pas en se matérialisant, mais en abaissant leur niveau vibratoire afin de devenir perceptibles par nos sens dans notre matérialité. Ah bah y a pas à dire, les Vénusiens sont le summum de la spiritualité dans le monde extraterrestre. Concernant leur apparence physique, ou du moins l'apparence avec laquelle nous les percevons, puisqu'elle ne serait pas physique en réalité, les Vénusiens seraient donc des humanoïdes en tout point semblables aux humains de la Terre. Ils apparaîtraient sous l'apparence immatérielle d'individus sexués masculins ou féminins, d'une taille similaire à la nôtre, à la peau claire, aux cheveux longs et blonds et aux yeux clairs. Les Vénusiens seraient d'un tempérament doux et calme, toujours enclin au dialogue et extrêmement compréhensif. Une sorte de fantôme elfique en somme. Concernant leurs intentions, les contactés aux capacités médiumniques attestent de leur bienveillance, et il semblerait donc que nous puissions les classer sans problème dans les races extraterrestres amicales. En effet, certaines personnes, prétendant avoir été en lien direct avec les Vénusiens, nous confient même que cette ethnie exogène agirait sur Terre, dans certaines circonstances, afin de protéger l'équilibre de la vie et la survie des espèces qui y demeurent. Il serait par exemple intervenu plusieurs fois lors de catastrophes nucléaires de type Tchernobyl ou Fukushima, afin de neutraliser une grande partie des radiations et de nous éviter un holocauste planétaire et une potentielle destruction irréversible de la biodiversité terrestre. Leur niveau technologique reste toutefois difficile à déterminer, puisque normalement, puisqu'ils n'évoluent pas sur notre plan physique, ils ne devraient pas avoir besoin de technologie matérielle, pour voyager d'une planète à l'autre par exemple, mais auraient la capacité de le faire directement par voie éthérique. Toutefois, s'ils sont intervenus physiquement sur notre planète pour éliminer certaines radiations nocives par exemple, il est fort probable qu'ils aient eu recours à une forme de technologie matérielle, mais aucune information ne nous a été transmise à ce sujet, et cela reste de la pure spéculation. Quoi qu'il en soit, il semblerait que notre voisine astrale la plus proche abrite une civilisation extraterrestre encore plus étrange que les autres, cohabitant dans notre galaxie sur un plan immatériel. Heureusement pour nous, si tout ceci est exact, leurs intentions comme leurs actes sur notre matérialité semblent pacifiques et bienveillantes. En 6e position de cet inventaire des races extraterrestres, nous allons maintenant nous intéresser à une ethnie bien peu connue et citée dans l'univers ufologique, mais qui pourtant relève de nombreux témoignages visuels sur la planète et de preuves matérielles concrètes. Les géants galactiques. Cette ethnie exogène, au physique hors norme, est visiblement intervenue sur notre planète à diverses reprises, à la toute fin du XXe siècle. De nombreux témoignages, crédibles et parfois étayés de traces physiques concrètes, ont été répertoriés dans plusieurs pays à travers le monde, d'Israël jusqu'en Russie. Les géants galactiques seraient des êtres humanoïdes de très grande taille, mesurant jusqu'à plus de 3 mètres de haut et étant recouverts d'une épaisse combinaison intégrale, ce qui pourrait signifier que d'un, les conditions atmosphériques de notre planète ne leur sont pas favorables, et de deux, que nous n'avons quasiment aucune information sur leur apparence physique réelle. Parmi les témoignages se rapportant aux géants galactiques, on pourra noter celui du 3 janvier 1996, où, à 40 km à l'ouest de Jérusalem, le chef de la sécurité locale observa un événement qu'il n'oubliera jamais. Cet homme fut témoin de la visite sur son terrain de l'un de ces géants galactiques, qui laissa dans le sol des empreintes impressionnantes de plus de 30 cm de profondeur, attestant de la masse de ce géant exogène. Le témoin attestera que l'individu qu'il vit ce jour-là mesurait près de 3,30 m de hauteur, pour une largeur d'environ 1,50 m.
Alors, avec ces mensurations-là, je pense qu'on peut leur donner le titre de géant, mais c'est vous qui voyez. Un autre témoignage concernant les géants galactiques nous provient cette fois de la Russie, au sud de Moscou, où en 1989, une vingtaine de personnes, dont des enfants, attestent avoir assisté à la venue sur Terre d'êtres géants. Les témoins racontent qu'un aéronef aurait atterri le 27 septembre 1989, dans le parc public de la ville de Voronej. 3 individus humanoïdes de très grande taille en seraient sortis. Alors oui, je sais, là on dirait vraiment un mélange entre le fléau des X-Men et Mysterio de Spider-Man. Mais bon, j'y peux rien moi. Ces visiteurs, mesurant plus de 3 mètres de haut et recouverts de combinaisons et de casques sphériques, ont également laissé dans le sol de profondes traces de leur passage. Les témoins racontent qu'une fois sortis de leur vaisseau, les individus géants ont examiné la ville où ils se trouvaient avant de remonter dans leur engin spatial et de repartir. L'agence de presse soviétique TASS relaya même l'information sur le plan international, et les autorités militaires se rendirent sur place pour examiner les lieux. Les nombreux témoignages visuels de cette visite extraterrestre, ajoutés aux multiples dessins réalisés par les enfants présents sur place et aux marques physiques laissées dans le sol, attestent de l'importance de cet événement. Tous les témoignages de cette visite étrange se recoupent et convergent tous vers une description commune et identique, celle d'individus humanoïdes gigantesques, venus du ciel dans un engin volant inconnu avant de repartir soudainement. Avec cet événement de Voronej, il ne s'agit pas de croire ou non le discours d'une personne isolée, mais bien de prendre en considération les récits de dizaines de personnes, adultes et enfants, civils et militaires, qui témoignent tous de la même expérience, celle d'une visite de géants galactiques. On pourrait également citer parmi les témoignages de contact avec ces êtres gigantesques venus d'ailleurs, le passage du livre d'Enoch, où l'arrière-grand-père de Noé se dit emporté par 2 êtres géants non originaires de la Terre, qui l'emmènent dans les cieux pour lui faire visiter toutes les planètes du système solaire. Mais cet exemple sort quelque peu du contexte. Quoi qu'il en soit, il semblerait donc que les géants galactiques fassent bel et bien partie des races extraterrestres qui nous rendent visite sur Terre. Et au vu des différents témoignages, si leur apparence physique semble quelque peu impressionnante pour des humains de la Terre, leurs intentions n'ont quant à elles pas franchement l'air d'être belliqueuses. En 7e position de cet inventaire des races extraterrestres, nous allons aborder une ethnie exogène qu'il n'était même pas possible d'imaginer ignorer sur cette chaîne. Les Anunnaki. Si pour beaucoup de cartésiens, ces êtres ne sont que des divinités antiques des premières civilisations mésopotamiennes, pour d'autres, à l'esprit disons plus ouvert, les Anunnaki sont tout simplement des êtres originaires d'une autre planète, et donc par définition exogènes. Si l'on en croit les traductions et interprétations des tablettes antiques sumériennes réalisées à la fin du XXe siècle par Zecharia Sitchin, les Anunnaki seraient des êtres originaires de la planète Nibiru, un astre tellurique environ 4 fois plus important que la Terre, qui orbite autour de notre Soleil sur une durée de plus de 3600 ans, et non sur le plan de l'écliptique. Cette planète ne serait donc visible de la Terre que durant une très courte période, durant sa traversée de notre système solaire. Mais le plus intéressant avec Nibiru, ce n'est pas sa fréquence de passage, sa taille ou son éventuelle implication dans la formation de notre planète et de la Lune. C'est bel et bien le fait que cet astre abriterait une civilisation intelligente et technologiquement très avancée, les fameux Anunnaki. Le terme même Anunnaki signifie « ceux qui du ciel descendent vers la terre ». Et même si cela convient admirablement à des êtres divins issus des cieux créateurs, il faut bien admettre qu'avec un regard moderne, abreuvé de science-fiction et très ouvert d'esprit, on peut littéralement y voir la preuve antique de l'existence d'une forme de vie extraterrestre.
Les Anunnaki seraient initialement venus sur notre planète il y a plusieurs dizaines de milliers d'années pour y récupérer des matières premières et notamment des métaux précieux tels que l'or et le cuivre par exemple. Mais la tâche s'avérant plus ardue que prévu, ils créèrent une espèce hybride en croisant leur propre génome avec celui des hominidés primitifs de la Terre, engendrant ainsi les Homo sapiens que nous sommes. Bon, si c'est vrai, du coup, c'est un peu normal qu'on les considère comme des dieux, vu que c'est eux qui ont créé notre espèce. Pour toutes celles et ceux que le sujet Anunnaki intéresserait, je ne peux que leur recommander les autres vidéos de cette chaîne qui abordent ce sujet, et croyez-moi, elles ne manquent pas. Concernant leur apparence physique, les opinions divergent puisque pour certains, à l'image de Zecharia Sitchin, les Anunnaki sont des humanoïdes de type mammalien, mesurant entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut, technologiquement très avancés, maîtrisant les voyages interplanétaires et possédant des capacités psychiques extrêmement développées. Tandis que pour d'autres, à l'instar d'Anton Parks, les Anunnaki sont purement des êtres reptiliens humanoïdes, technologiquement avancés et potentiellement néfastes à l'humanité. Cette vision reptilienne des habitants de la planète Nibiru est appuyée dans les faits par certaines représentations de divinités antiques retrouvées en Mésopotamie, représentant des individus à l'apparence non humaine allaitant des enfants. Ces statuettes, aux faciès rappelant clairement des êtres non humains, pour ne pas dire reptiliens, ont partiellement nourri cette idée des Anunnaki reptiliens. Pourtant, cette vision écailleuse de ceux qui du ciel sont descendus vers la terre entre en contradiction totale avec les textes antiques mésopotamiens, qu'ils soient sumériens, akkadiens et même babyloniens. En effet, les nombreux récits et mythes de ces civilisations multimillénaires font mention de croisements directs entre certains dieux Anunnaki et des humains, ou plutôt des humaines. Pour faire simple, certains dieux Anunnaki trouvèrent fort attirantes des femmes humaines et les épousèrent, avant même parfois d'avoir des enfants avec elles, à l'image du dieu babylonien Marduk, fils d'Enki, qui épousa une humaine originaire du village de Sarpan, avant de donner naissance à Nabu, qui deviendra pour sa part le dieu de l'écriture. Or, il est biologiquement impossible que des êtres reptiliens et mammaliens puissent s'accoupler. Sans parler de la vision physique, mais là ça devient un peu trop, je crois. Les génomes de ces deux genres sont effectivement incompatibles et ne peuvent donc pas engendrer naturellement une descendance. Il semble donc nettement plus probable que les Anunnaki aient été des humanoïdes mammaliens, qui de ce fait aient pu procréer naturellement avec des humains. Et non, là non plus, je vais pas vous faire un dessin. Un peu de respect quand même. Pour ce qui est de leur présence actuelle, les théories sont extrêmement diverses. En effet, suite à de nombreuses guerres internes il y a quelques milliers d'années, les Anunnaki semblent avoir totalement disparu de la surface de la Terre. Mais pour certains, les plus complotistes d'entre nous, je dirais, le chef suprême et malfaisant de ces dieux antiques exogènes, à savoir Anu, œuvrerait dans l'ombre afin d'asservir l'humanité et de contrôler le monde. Quoi qu'il en soit, si les représentations littéraires et les gravures antiques concernant les Anunnaki inondent les civilisations mésopotamiennes, il faut admettre qu'aucun témoignage de contact récent ne fut répertorié, et il s'agit donc de déclarations concernant une race extraterrestre purement historique, et probablement la plus ancienne que nous ayons à ce jour. Si toutes ces histoires de tablettes d'argile antiques, de dieux venus des cieux et de création génétique de notre espèce par hybridation vous ont éloigné de la passion des extraterrestres de science-fiction, lointains, bizarres, voire monstrueux, la 8e race de notre inventaire va vous replonger dans un autre monde, bien éloigné de notre petite vie terrienne, citadine et occidentale. Les Mantes. Il existe malheureusement très peu de témoignages de cette race extraterrestre, mais celles et ceux qui ont été amenés à les rencontrer en ont été indubitablement marqués, voire traumatisés. Les Mantes sont une forme de vie exogène hypothétique réellement à part dans le grand inventaire des formes de vie de notre galaxie, tant de par leur apparence physique que de par leur capacité mentale.
Tout d'abord, ces êtres sont matériellement présents, et donc appartenant à notre plan physique, contrairement aux Vénusiens par exemple. Et il s'agirait donc d'une forme de vie extraterrestre bien concrète. Concernant leur apparence physique, comme leur nom l'indique, elle s'apparente à celle de mantes religieuses humanoïdes, ce qui peut donc nous permettre de les classer dans la catégorie des insectoïdes. Il s'agirait donc d'êtres bipèdes, possédant 2 jambes et 2 bras, ornés d'une tête. Bon, jusque-là vous me direz, on est plutôt dans un registre humanoïde normal. Mais d'après les témoignages, ces êtres particuliers ne seraient ni de type mammalien ni de type reptilien, mais bel et bien de type insectoïde. Comprenez donc qu'ils arborent des critères propres à la grande famille de ce que nous, sur Terre, nous appelons les insectes. D'une taille d'environ 1,80 m à 2 m, les mantes possèdent des bras semblables aux pattes repliées des mantes religieuses, agrémentées de longs doigts fins. Leur tête est également très spécifique, plutôt de forme triangulaire, avec de larges yeux sombres qui semblent posés à l'extérieur du crâne, et non maintenus dans des cavités oculaires comme chez les humains ou les gris par exemple. Elle posséderait également, à l'instar des gris, une petite bouche et une quasi-absence de nez. Si l'on se fie aux quelques témoignages de personnes ayant pu être en contact avec ces êtres exogènes particuliers, les mantes arborent donc toutes les caractéristiques externes des insectes, mais sous une forme humanoïde. Nous sommes donc là en présence d'une race extraterrestre correspondant totalement aux critères exogènes, inconnus sur Terre, et totalement en adéquation avec les caractéristiques d'une forme de vie lointaine, issue de la science-fiction moderne. Pourtant, si leur apparence ou leur type est déjà extrêmement particulier, leur capacité mentale et leur fonction auprès de l'humanité ne va pas nous laisser en reste. Si les témoignages sont peu nombreux concernant les personnes ayant été en contact avec les mantes, ils convergent tous vers une similitude sur ces êtres. En effet, les mantes ne sont jamais observées sur notre planète, et il semblerait donc que ces individus insectoïdes ne viennent jamais directement poser la patte sur notre belle planète bleue. Tous les témoignages les concernant nous ont été rapportés par des personnes abduquées, qui auraient donc été enlevées par des extraterrestres pour diverses raisons. Et c'est lors de ces abductions, quand les personnes se trouvaient à l'intérieur de vaisseaux exogènes, que les rencontres avec les mantes eurent lieu. Mais ce qui est intéressant dans ces témoignages, c'est que ce ne sont pas les mantes elles-mêmes qui enlèvent les êtres humains. Si ces êtres si particuliers sont présents lors de certains enlèvements, c'est en qualité de superviseurs ou d'intervenants de pointe lors de certaines manipulations extrêmement spécifiques. Il semblerait en effet que les mantes travaillent avec les réticuliens lors de certains enlèvements. Les petits gris seraient donc chargés de la partie abduction des humains, tandis que les mantes n'agiraient en réalité que dans les vaisseaux lors de certaines opérations précises. Et c'est là que nous allons encore plonger dans de l'ultra-complotisme conspirationniste extraterrestre. Mais c'est quand même fort intéressant, croyez-moi. Car si les réticuliens tentent de manipuler génétiquement les humains, s'ils tentent de créer une race hybride entre la leur et la nôtre, ces expériences ne sont que purement physiques, matérielles, et la vie quant à elle est également immatérielle et spirituelle, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes bien un corps physique habité par une âme immatérielle. Et c'est précisément sur ce point que les mantes interviennent. Il semblerait que cette race extraterrestre si particulière ait en effet la capacité mentale de percevoir et de manipuler ce type d'énergie. Les mantes posséderaient donc la capacité de transférer des âmes d'un corps à un autre, permettant ainsi à un individu de changer d'enveloppe corporelle au fur et à mesure des innovations génétiques d'hybridation, un peu comme si on utilisait le même logiciel sur de nouvelles machines informatiques. Si tout ceci est exact, les mantes seraient donc indispensables au projet de création d'une race hybride des réticuliens, et leur capacité mentale pourrait être la clé permettant la réalisation complète de ce plan quasi divin, bien que probablement blasphématoire.
Concernant les intentions profondes des Mantes, à savoir si nous devons les considérer comme hostiles ou non à l'humanité, les quelques personnes les ayant côtoyées n'ont jamais ressenti de sentiment d'oppression ou de danger en leur présence. Hormis leur apparence physique d'insectes géants humanoïdes, qui peut bien évidemment perturber tout humain qui se respecte, il semblerait donc que les Mantes ne soient pas directement hostiles aux humains, mais leur implication dans les projets d'hybridation des réticuliens reste toutefois problématique. Concernant la 9e race extraterrestre de cet inventaire, nous allons revenir à une vision moins anxiogène de la vie, et à une espèce qui va nettement plus correspondre à notre image. Les Nordiques. Les premiers témoignages concernant cette race extraterrestre apparaissent aux États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Toutefois, vous pourrez constater par vous-même que, visiblement, certaines anciennes civilisations, à l'image des peuples scandinaves d'Europe du Nord, semblent accorder à leur divinité les mêmes caractéristiques physiques que ces fameux êtres exogènes. Les Nordiques seraient donc une race extraterrestre originaire des Pléiades, un amas d'étoiles situé dans la constellation du Taureau, à plus de 400 années-lumière de la Terre. Également appelés Grands Blonds, Ariens ou Pléiadiens, les Nordiques sont à l'inverse des Mantes des êtres typiquement humanoïdes, en tout point semblables aux humains de la Terre. Alors oui, je sais, vous allez me dire, encore des extraterrestres qui sont comme nous, mais on a déjà été servi avec les Humites, les Vénusiens, ça change pas ton truc. Sauf que, avec les Nordiques, on est dans le type humain plus, une sorte de summum impérial de l'humain, à la limite du dieu nordique, si vous voyez ce que je veux dire. Pour résumer, les Nordiques sont effectivement en tout point semblables aux humains, aux Humites et aux Vénusiens. Mais si on se réfère aux témoignages, ils le sont en mieux. Pour faire simple, les Nordiques sont grands, blonds, beaux et forts, et si vous leur mettez un marteau magique entre les mains, vous avez la description parfaite de Thor, le dieu nordique de la foudre. Ils mesureraient près de 2 mètres de haut, seraient d'une incroyable beauté physique et posséderaient une force extraordinaire. Ils arboreraient en général de longs cheveux blonds et une peau claire. Si cette description ne change pas énormément de celle des autres humanoïdes précédemment cités, il semblerait que les Nordiques soient à l'inverse des Vénusiens totalement ancrés dans la matière et sur notre plan, et bien plus spectaculaires dans leur beauté et leur force physique que les Humites. Cette ressemblance accrue avec d'autres races exogènes leur a valu d'être longtemps confondus avec les Vénusiens dans le milieu ufologique. De plus, cette similitude physique avec notre espèce alimente par ailleurs la théorie selon laquelle certains individus de cette race exogène seraient présents sur Terre, évoluant parmi nous sans que nous ne puissions nous en rendre compte. Mais bien évidemment, aucune preuve ne peut venir étayer cette sympathique théorie. Concernant leurs intentions et objectifs envers notre planète et notre espèce, il semblerait que les Nordiques soient totalement pacifiques et bienveillants, n'apparaissant que dans le but de transmettre des messages d'amour, de respect et de paix. Il ne semble donc pas y avoir le moindre risque de conflit ou de domination avec cette race extraterrestre. Les plus subtils d'entre vous auront certainement remarqué que nous venons d'énumérer 9 races extraterrestres, sur un inventaire initialement annoncé pour en contenir 10. Nous allons donc enfin passer à la dernière espèce exogène de cette liste. Pour clôturer en beauté cette énumération des potentielles races extraterrestres ayant posé le pied sur notre belle planète, nous allons aborder la plus controversée, la plus décriée, la plus à même de générer des conflits idéologiques auprès de ceux qui regarderont cette vidéo, et probablement la plus complotiste des espèces exogènes. Les Dracos. Cette race extraterrestre rassemble à elle seule tous les ingrédients nécessaires à l'incompréhension et au rejet. Les Dracos vont, en effet, avoir l'avantage de cumuler le fait d'être des reptiliens, à caractère puissant et dominateur, qui, si l'on en croit les théories les plus couramment admises à leur sujet, vont s'avérer être des entités particulièrement malsaines, visant à contrôler dans l'ombre notre planète, voire à tenter d'exterminer notre espèce.
Également appelés draconiens ou Royal Draco, les Dracos seraient une race extraterrestre originaire de la constellation du Dragon et plus précisément du système planétaire de l'étoile Alpha Draconis. Toutefois, il semblerait qu'il ne s'agisse en réalité que d'une simple colonie, et si tel est le cas, leur lieu d'origine galactique resterait alors inconnu. Concernant leur apparence physique, les Dracos n'ont rien à envier à nos créatures hollywoodiennes de science-fiction. Il s'agirait d'individus humanoïdes de type reptilien, recouverts d'écailles et possédant des attributs propres à tout bon prédateur, comme des griffes et des dents acérées. Ils seraient d'une taille impressionnante, pouvant mesurer jusqu'à près de 2,50 m pour une masse de plusieurs centaines de kilos. Leur musculature serait également très impressionnante, faisant des Dracos de véritables monstres galactiques. Mais si leur apparence physique semble déjà terrifiante, leurs capacités psychiques n'en font qu'accroître la terreur chez les humains. En effet, si l'on en croit les témoignages des personnes ayant été en contact avec les Dracos, il semblerait que ces entités reptiliennes exogènes possèdent de très grandes capacités télépathiques et mentales, leur permettant de lire extrêmement facilement dans les esprits humains, voire même de les contrôler. Mais la plus impressionnante de ces capacités draconiennes semble être leur faculté à se nourrir des différentes formes d'énergie. Comprenez par là que ces êtres extraterrestres semblent maîtriser les différents plans énergétiques et notamment le plan éthérique et astral, permettant à leur propre corps énergétique d'assimiler l'énergie environnante. Alors dit comme ça paraît un peu sorti du délire d'un hippie des années 70 en fin de soirée, mais pourtant de nombreux témoignages insistent sur ce point. Les Dracos se nourrissent donc, entre autres, de l'énergie des êtres humains. Sauf que cette race extraterrestre n'est pas vraiment du type amical et pacifique. Ils seraient présents sur notre planète depuis plusieurs milliers d'années dans un but clairement néfaste à notre espèce. Et les énergies dont ils se nourrissent ne sont pas franchement celles de l'amour et de la compassion, mais plutôt celles de la haine, de la violence, de la peur et de la sexualité perverse. Pour résumer très sommairement, les Dracos sont littéralement diaboliques. Et c'est probablement pour cette raison que leur image est assimilée à de nombreuses théories du complot, de domination de la Terre et d'anéantissement de l'humanité. On les associe généralement aux Illuminati, à une poignée d'individus contrôlant dans l'ombre l'humanité et dirigeant notre civilisation vers le nouvel ordre mondial, transformant ainsi l'humanité tout entière en un vulgaire troupeau de moutons esclaves et asservis, ne servant plus qu'à accroître le pouvoir absolu de ces êtres. Les Dracos seraient donc une race humanoïde reptilienne très ancienne de notre galaxie, aux capacités physiques et mentales extrêmement développées, qui œuvreraient dans l'ombre pour asservir, dominer, voire exterminer ceux qu'ils considèrent comme des races inférieures ou du simple bétail. Ils sont également parfois associés aux abductions et divers enlèvements d'êtres humains, mais comme étant les hauts dirigeants de certaines actions, et souvent associés aux réticuliens. Ils utiliseraient ainsi les petits gris comme de vulgaires hommes de main pour leur basse besogne. Bref, comme vous l'aurez compris, les Dracos seraient clairement une race extraterrestre hostile et néfaste à l'espèce humaine. Ils pourraient être caractérisés comme étant les vilains gros lézards de la galaxie, et si les réticuliens et autres grands gris étaient éventuellement pas très gentils et plutôt à éviter dans l'univers des multiraces exogènes, les Dracos seraient quant à eux nos ennemis jurés. Nous venons de voir un petit inventaire des races extraterrestres. Bien évidemment, il ne s'agit que d'un échantillon de la multitude d'espèces exogènes qui sont rapportées dans les multiples témoignages d'observation, de canalisation, de contact ou d'abduction. Il existe pourtant un point commun à toutes ces différentes races extraterrestres. Car si toutes ces espèces exogènes ont été décrites par plusieurs personnes et désignées par de multiples témoignages concordants, aucune preuve officielle et matérielle ne peut venir affirmer de l'authenticité de ces propos. Toutes ces civilisations provenant d'autres planètes ne sont donc toujours qu'hypothétiques et doivent être traitées au conditionnel. Mais si le témoignage d'une seule personne peut suffire à faire accuser quelqu'un d'un point de vue juridique,
Il serait peut-être intéressant de commencer à apporter la même valeur aux témoignages des personnes qui prétendent avoir eu un contact avec des entités venant d'un autre monde. Abduction. Enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres.